Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Libre Journal des débats, dirigé ce soir par Charles de Meyer, avec ce soir pour thème « Qui fut Mussolini ?» Et nous avons l'honneur de recevoir ce soir Frédéric Lemoal. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir aux auditeurs. Vous êtes docteur en histoire, spécialiste des relations internationales, auteur notamment de Victoire Emmanuel III, un roi face à Mussolini chez Perrin, et d'un récent, tout récent d'ailleurs, les divisions du pape, le Vatican face aux dictatures, 1917-1989, qui est une véritable somme pour analyser le rapport complexe, et on en dira un mot pendant cette émission, de la diplomatie vaticane, et puis même finalement de la succession sur le trône de Pierre et son lien avec la diplomatie vaticane dans l'histoire du XXe siècle. Pourquoi avoir voulu faire cette émission sur Mussolini? Alors, comme tout ancien étudiant, j'ai réfléchi à mon accroche. L'étudiant banal aurait fait l'accroche sur New York Times qui demande si Donald Trump est devenu un nouveau Mussolini. Mais vous n'êtes pas sur des radios concurrentes, donc je vous épargnerai cette tentative. L'autre question, mais je la réserve pour Michel Hostinck, c'est la profusion bibliographique actuelle. On en est à, je crois, si on compte simplement chez Perrin, au moins 5 ou 6 livres sur les 3 dernières années qui traitent du sujet de Mussolini. C'est donc qui conserve une actualité historiographique. Mais finalement, la question que j'ai envie de vous poser, c'est l'accroche avec laquelle je voudrais commencer. C'est le rapport de Mussolini à l'imaginaire collectif. Pour vous, moi, en gros, Mussolini m'avait expliqué que c'était un ancien socialiste anticlérical qui avait découvert un peu sur le tas ce qu'il pensait. Est-ce que vous pensez qu'on en est revenu de cette présentation-là ou qu'elle conserve une part de vérité ? Alors, l'image de Mussolini a beaucoup évolué dans le temps. L'image qu'on en a eue a été d'abord tributaire de l'héritage antifasciste, de la résistance italienne, qui justement a voulu réduire le fascisme et son chef à une sorte un chef de bande, le chef d'une bande de voyous, qui a été utilisé par le grand capital et par la réaction pour défendre ses intérêts, et qui a donc manipulé les fascistes et Mussolini pour continuer à exploiter le peuple, et le peuple italien qui serait resté totalement étranger à ce régime brutal, dictatorial, renversé par la résistance, les hauts faits d'armes de la résistance italienne. Alors cette vision, elle a été très 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 forte, et il a fallu attendre les travaux de Renzo De Felice, le grand historien italien, pour remettre en cause un certain nombre d'idées fausses héritées de l'antifascisme, et notamment sur l'aspect du consensus, c'est-à-dire du soutien que les Italiens ont apporté au régime, notamment dans les années 30. Ça a donc été un régime populaire. Alors se pose ensuite la question, est-ce que les Italiens ont été fascistes ou est-ce qu'ils ont été mussoliniens ? On a plutôt tendance aujourd'hui à considérer qu'ils ont été mussoliniens, dans le sens où il y a eu une adhésion à la personne du Duce, à l'action, beaucoup moins vis-à-vis du régime, et d'ailleurs un régime qui a duré pratiquement 20 ans, de 1922 à 1943. En plus, il y a eu les années de la République sociale italienne, mais enfin c'est un régime qui s'est écroulé très facilement. Il a fallu que le roi Victoire Emmanuel III, qui l'avait nommé, le destitue le 25 juillet 1943 pour que le régime s'écroula de lui-même, et que les Italiens se sont défaits de ce régime un peu comme un serpent qui se débarrasse de sa vieille peau au moment de la mue et au fur et à mesure de la progression des troupes américaines. Et c'est de toute cette question que nous allons traiter pendant l'ensemble de l'émission, puisque nous voyons que l'histoire a bien progressé sur le sujet, et notamment grâce à un certain nombre des intervenants que nous aurons au micro ce soir. Et nous aurons le plaisir d'avoir par téléphone Michel Hostinck. M'entendez-vous ? Oui, je vous entends très bien. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous. Vous êtes historien, professeur et spécialiste de l'Italie et du fascisme, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet, et me trompais-je en disant que Ciano, le gendre de Mussolini, est votre dernier opus ? Oui,
en effet, c'est ça, exactement. Alors la première question, qui est une manière d'hommage à Ernst Nolte, qui est décédé récemment, que j'ai envie de vous poser, elle est au tout départ de son ouvrage Les mouvements fascistes, l'Europe de 1919 à 1945, et je vous fais citation. Le système libéral est la première des conditions nécessaires à la venue du fascisme. Sans un Gilotti, pas de Mussolini. En tout cas, pas de Mussolini victorieux. Mais si nous considérons ici Gilotti comme le représentant d'un système, nous devons également tenir Mussolini pour autre chose qu'une simple figure épisodique de l'histoire italienne. Les phénomènes qu'il dénonça, les divisions qu'il sut mettre à profit, les enseignements dont il se réclama, tout cela existait à un degré plus ou moins élevé dans presque tous les pays d'Europe. Est-ce que vous assentez à cette citation ? Oh, tout à fait, tout à fait. Je dirais que pour moi, après une trentaine d'années d'études des questions du fascisme, je pense que Mussolini était un révolutionnaire. Il l'était, c'est une évidence, avant la Première Guerre mondiale, mais je pense également que même pendant ce que les Italiens ont appelé ensuite le vingtennio fasciste, c'est-à-dire pendant la dictature, il a eu à plusieurs reprises des attitudes qui confirmaient, au moins au niveau de sa mentalité, cet esprit révolutionnaire. Alors bien entendu, il faut préciser ce que l'on entend par là. Mussolini, en effet, avait été formé au début du XXe siècle, aussi bien pendant sa période d'exil en Suisse que pendant la période qui a suivi. Il avait été formé dans un mouvement de révision du marxisme. Et il était en effet de contestation du marxisme, et il était en effet fondamentalement opposé au marxisme, en ce sens qu'il ne croyait pas que la socialisation des moyens de production et d'échange pouvait transformer la société. Il était par contre beaucoup plus proche du syndicalisme révolutionnaire italien, qui était un autre aspect du mouvement révolutionnaire italien d'avant la Première Guerre mondiale, et qui était largement inspiré de Georges Sorel. Georges Sorel, le théoricien socialiste français, qui par conséquent a eu un rayonnement beaucoup plus important en Italie qu'il ne l'a eu en France, et dont l'ouvrage majeur, Les réflexions sur la violence, avait été traduit par le philosophe Benedetto Croce, et sa pensée a été très largement adoptée, même avec des modifications bien sûr, par les syndicalistes révolutionnaires italiens. Alors Mussolini, par conséquent, n'était à ce moment-là qu'un révolutionnaire romagnol, et c'est en 1912, au congrès socialiste du Parti socialiste, qu'il a pu prendre une dimension nationale, sinon vraiment internationale. Mussolini, en effet, faisait partie de l'aile révolutionnaire anti-réformiste du Parti socialiste, qui s'est emparé de la direction du parti en 1912, et il a à ce moment-là assumé la direction du journal L'Avanti, qui est le journal de ce parti. Pour les auditeurs de Radio Courtoisie, que représente à l'époque le Parti socialiste italien ? Combien de personnes, par exemple, lisaient Avanti ? Pour savoir exactement, le Parti socialiste italien a eu une poussée électorale aux élections de 1900, aux premières élections au suffrage universel en 1913. Il comptait à ce moment-là 35 députés. Et quant à l'Avanti, il avait une centaine de milliers de lecteurs. Mais Mussolini, à la tête de ce journal, est arrivé à regrouper un certain nombre de révolutionnaires qui sortaient en quelque sorte des sentiers battus et qui ne se reconnaissaient pas dans le réformisme socialiste de l'aile de Filippo Turati du parti. Si bien qu'en 1914 et en 1915, il apparaissait comme un chef révolutionnaire important. Et c'est à ce moment-là qu'il a rompu avec le Parti socialiste, qui lui était neutraliste, refusait par conséquent de s'engager dans la guerre, Mussolini considérant que la guerre était une occasion historique pour réaliser la révolution.
Et c'est à partir de ce moment-là, par conséquent, que Mussolini s'est engagé dans une voie révolutionnaire différente et qui s'est progressivement précisée tout au long de la Première Guerre mondiale. Frédéric Lemoal, justement, à ce sujet, quel va être le rapport sur la Première Guerre mondiale de Victor Emmanuel III, pour revenir sur un sujet que vous maîtrisez, par rapport à toutes ces agitations? Alors, le roi est l'héritier de la dynastie de Savoie, c'est-à-dire la dynastie qui a régné sur le Piémont avant de procéder à l'unité italienne. Et la tradition diplomatique des Savoies, c'est la prudence et l'équilibre. L'Italie appartient au camp de la Triplice. Elle est alliée à l'Autriche, son ennemi héréditaire, et à l'Allemagne. Le roi est très anti-autrichien, n'apprécie pas les Allemands non plus, mais il est très anti-autrichien. Il est assez marqué par l'irrédentisme. Mais autre caractéristique, il veut laisser le soin de gouverner à son gouvernement. C'est un homme qui n'aime pas prendre des décisions, qui préfère être en retrait. Et donc, lorsque son gouvernement proclame la neutralité le 3 août 1914, il soutient la décision du gouvernement, et ensuite on rentre bien dans une longue période qui va durer jusqu'en mai 1915, qui est la période de la neutralité, pendant laquelle le gouvernement italien négocie aussi bien avec la Triplice, et puis ensuite à partir de février-mars 1915 avec le camp de l'Entente, avec lequel finalement l'Italie entre en guerre en mai 1915. Alors le roi joue un rôle capital au moment de l'entrée en guerre, car il apporte un soutien très fort au gouvernement dirigé par Antonio Salandra au moment de ce qu'on appelle le Maggio Radioso, c'est-à-dire le mai radieux, lorsque les mouvements interventionnistes dont Mussolini justement fait partie, comme l'a très bien expliqué le professeur Ostank, descendent dans la rue pour pousser véritablement le gouvernement italien à s'engager dans la guerre. Et Victor Emmanuel procède, alors certains disent un coup d'État, tout ça est une discussion. En tout cas, il apporte un soutien au gouvernement contre le Parlement qui lui-même reflétait la majorité neutraliste du pays et avait pour chef le grand personnage dont vous avez parlé en introduction, qui est Giovanni Giolitti, l'inamovible président du Conseil italien, qui lui était favorable à la poursuite de discussions et était défavorable à l'entrée en guerre. Michel Ostank, à ce moment-là, je crois ne pas me tromper en disant que Benito Mussolini a une activité journalistique extrêmement importante. Oui, son activité journalistique à la tête du Popolo d'Italia est d'abord en faveur de l'entrée en guerre. Il milite donc, mais il y a dans ce camp interventionniste des forces extrêmement diverses. Et Mussolini a par conséquent participé à cette intervention, a contribué à faire pression pour obtenir l'intervention de l'Italie aux côtés de la France et de l'Angleterre. Pendant la Première Guerre mondiale, puisque c'est de Mussolini qu'il s'agit, n'est-ce pas? Pendant la Première Guerre mondiale, je crois que Mussolini a pris en compte, à côté de ces influences précédentes que je vous citais, à savoir le syndicalisme révolutionnaire, Nietzsche, disons, ce qu'il appelle, il en a conçu la philosophie de la force, donc par conséquent c'était une vision très restrictive de la pensée de Nietzsche. Mais Mussolini, pendant la Première Guerre mondiale, a pris en compte, me semble-t-il, deux notions très importantes. La première, c'est la nation. La nation qui représentait pour lui la collectivité, alors que pour le marxisme, la collectivité, c'est la classe sociale. Mussolini a donc pris en compte cet aspect collectif auquel il tenait beaucoup et qui était celui donc de la nation. Et par ailleurs, également l'importance à ses yeux de la production, à savoir que le citoyen doit être un producteur et il doit être un producteur dans l'intérêt de la nation. C'est ici que se combine l'aspect de la liberté du citoyen, mais également ses limites. Mussolini considérait en effet que la Révolution française,
dont il appréciait énormément le côté le jacobinisme social, mais dont il détestait l'aspect de la liberté des droits de l'homme, dont il détestait ce qu'il appelait les abus de la liberté individuelle. Il considérait que la liberté individuelle conduisait le citoyen à chercher le profit individuel et que par conséquent, ce libéralisme conduisait au capitalisme. Inversement, le travailleur devait devenir, pour lui, à ses yeux, devait devenir un technicien, au service, un producteur, au service de la collectivité, abandonnant ainsi une partie de sa liberté, mais pouvant de même servir à la collectivité. Je crois que c'est là que une bonne partie de la pensée de Mussolini s'est confirmée. Elle a été d'ailleurs radicalisée lors de la fondation des faisceaux de combat en mars 1919, avec un programme qui était un programme révolutionnaire sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan politique. On entend souvent que, je crois que c'est en 1919, au moment de cette création, il rompt complètement avec Avanti. Oui. Est-ce que il rompt pour des idées ou vraiment de manière quasiment unique à cause de la question de l'interventionnisme ou non? La rupture avec l'Avanti, c'est la rupture dès 1914, dès le début de la guerre, puisque l'Avanti était en effet le journal du Parti socialiste. Mussolini a été exclu du Parti socialiste pour avoir pris ses positions interventionnistes, et par conséquent, c'est la raison pour laquelle il a fondé son propre journal, Il Popolo d'Italie, de façon à participer à la campagne en faveur de l'intervention. Alors, à partir du moment de la création de ces légions, Mussolini va commencer à être une des figures fortes de toute une agitation sociale, paysanne, qui se déroule en Italie, mais d'une certaine manière, et c'est ce que redisait Arnold notamment, il a quelques difficultés à intégrer l'ensemble des expressions sociales, même proches, qui se déroulent en Italie à ce moment-là. Tout à fait, oui, tout à fait. Pourtant, Mussolini est parvenu progressivement à constitutionnaliser en quelque sorte son mouvement avec la fondation du Parti national fasciste. Il a eu de graves difficultés, en particulier avec les chefs de province. Le fascisme a traversé pendant l'été de 1921 une grave crise. Mussolini d'ailleurs mettant en jeu la présence à la tête des faisceaux, étant donné la contestation dont il était l'objet. Il faut dire que le fascisme était en train de connaître une extension considérable, mais qui se déroulait dans des milieux sociaux étrangers à ses origines. Le fascisme, en effet, était un phénomène de la petite et moyenne bourgeoisie milanaise, alors que à partir de la fin du biennio rosso, c'est-à-dire la fin des grèves révolutionnaires, il y a eu un phénomène de contre-révolution qui s'est développé dans les campagnes et qui a utilisé très largement le fascisme. Par conséquent, Mussolini s'est trouvé confronté à une présence de plus en plus massive d'un fascisme rural dont les aspirations étaient évidemment assez différentes des siennes et également qui possédait un certain nombre de chefs. C'est là qu'apparaissent les personnages qui vont par la suite devenir des hiérarques, c'est-à-dire des gens comme Italo Balbo, comme Leandro Arpinati, comme Farinacci, Roberto Farinacci, et qui sont éventuellement des rivaux de Mussolini. Donc Mussolini a eu quelques difficultés pour arriver à unifier tout cela, ce qui d'ailleurs n'a jamais été réalisé tout à fait, comme va le montrer par la suite son attitude après le coup de force de janvier 1925 qui lui a permis de s'emparer du pouvoir.
Alors Frédéric Lemal, à ce moment-là, c'est une grande période d'agitation en Italie. Et en Italie, on le sait, il y a un petit État, ce qui a du mal encore à se vivre comme un petit État, c'est le Vatican. Comment est-ce que l'Église et le pape regardent cette agitation italienne et cette expansion d'une certaine violence sociale dans le pays? Alors avec une très très grande inquiétude, bien évidemment. Donc on est à cheval là sur la fin du pontificat de Benoît XV et le début du pontificat de Pie XI, puisque l'élection de Pie XI se déroule en février 1922. Donc bien sûr la papauté voit avec très très grande inquiétude cette agitation. Mais un peu comme de vastes secteurs de l'ensemble des sociétés européennes, on a oublié aujourd'hui, bien sûr, ce que l'apport du bolchevisme a représenté pour des millions d'Européens suite à, évidemment, la révolution de 1917 en Russie et à la fin de la Première Guerre mondiale, 1918-1919, les mouvements communistes qui éclatent un peu partout en Europe comme des champignons après la pluie, qui touchent la France, qui touchent l'Allemagne, la Hongrie bien évidemment, et l'Italie, avec des grèves très violentes. Pendant le Biennio Rosso, avec occupation d'usines, les occupations des grandes propriétés terriennes. Donc il y a une réelle peur et qui ne relève pas du fantasme. À l'époque, la menace communiste, est une menace qui est très réelle. Donc pour en revenir à votre question, bien sûr, si on prend Pie XI, qui avant de devenir pape était archevêque de Milan, capitale du fascisme, qui a donc vu la montée du mouvement, il a, dès le début, éprouvé une certaine sympathie pour ce mouvement qui lui apparaissait comme une barrière face au désordre bolchevique et au socialisme. Rapidement, une certaine admiration pour l'homme. Ça sera un point commun avec Victor Emmanuel III, cette admiration pour le personnage, tout en, évidemment, en ayant parfaitement conscience, et ça je pense que nous en reparlerons, de la nature viscéralement anticléricale et même antichrétienne du mouvement fasciste. Mais pour la prise du pouvoir, en octobre 1922, eh bien, la papauté n'a pas bronché, n'a pas bougé. Il y a eu un article sorti dans l'Osservatore Romano disant que la papauté ne se mêlait pas des affaires politiques. Bien évidemment, en Italie, c'est bien connu. Et voilà. Il y a de la part de la papauté, oui, une acceptation de l'arrivée au pouvoir. Ne pas oublier aussi que le régime de l'Italie libérale était un régime extrêmement laïciste. Je dis pas seulement laïque, mais laïciste. Mussolini est le premier à remettre les croix dans les écoles, je crois, depuis 50 ans. Très très rapidement, il envoie des gages à la papauté. Il met des croix dans les écoles primaires. Il se marie religieusement avec Raquel et avec laquelle il était marié que civilement. Il fait même communier ses enfants. Bon, la ficelle est un peu grosse, hein, mais enfin, bon, ce sont autant de signes qui sont envoyés à la papauté, qui voit sans déplaisir la disparition du régime libéral avec lequel elle n'a échangé que des coups depuis l'unité. Faut pas oublier que ce régime lui avait pris ses États et sa capitale. Michel Austin, il me reste 2 questions à vous poser. Malheureusement, dans le temps, on vous écouterait plus longtemps. 2 questions là-dessus. On voit on a parlé un peu d'octobre 1922. C'est évidemment un moment extrêmement important dans la constitution du fascisme en Italie et de la personnalité de Benito Mussolini. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu l'attitude que le futur Duce emploie à ce moment-là? Alors, ce qu'on appelle la marche sur Rome. La marche sur Rome comporte 2 aspects, disons en simplifiant beaucoup, qui font d'ailleurs l'objet de débats entre les historiens et notamment avec le dernier livre de Emilio Gentile. D'une part, Mussolini a toujours essayé à multiplier les intrigues parlementaires et politiques de façon à essayer d'arriver au pouvoir de façon parfaitement constitutionnelle. Il a, de ce fait, envisagé à plusieurs reprises une combinaison parlementaire et gouvernementale avec Giolitti. Et d'ailleurs, c'était parmi toutes les combinaisons très nombreuses qu'il a échafaudées, c'était celle qui, à la dernière minute, paraissait la plus à même d'aboutir.
Mais de notre côté, Mussolini savait aussi que le parti qui était derrière lui souhaitait absolument un coup de force et une révolution. Et par conséquent, la marche sur Rome, bien que, en ce qui concerne le défilé, disons plus exactement, des fascistes dans Rome, ne fut que quelque chose d'assez épisodique, il faut tout de même tenir compte du fait qu'au moment où Mussolini a été appelé au pouvoir, le fascisme, les troupes fascistes, les légions fascistes occupaient une bonne partie du nord de l'Italie et de l'Italie centrale. Par conséquent, il ne fait aucun doute que, Frédéric Lemoyle vous en parlera certainement, que la décision du roi a été en grande partie, de faire appel à Mussolini, a été en grande partie dictée par cette situation. Étant donné que non seulement la situation générale, mais également la situation militaire. Donc, Mussolini est arrivé au pouvoir par la combinaison de ces intrigues politiques et par la pression exercée par le parti, ce qui d'ailleurs était d'une grande importance parce que par la suite, Mussolini restait malgré tout un peu prisonnier de cette force que représentait le parti fasciste, et c'est un élément essentiel puisque à partir de 1925, Mussolini va essayer va réussir à instaurer une dictature conservatrice et une dictature autoritaire, n'est-ce pas, un État autoritaire, avec l'aide d'ailleurs de la composante tout à fait marginale du fascisme, c'est-à-dire, et qui n'avait rien de révolutionnaire, c'est-à-dire la composante nationaliste, avec notamment le garde des Sceaux, le fameux Alfredo Rocco, qu'on surnommait le Solon du régime, et il y est parvenu en éliminant, ou tout au moins en neutralisant complètement les deux forces qui lui avaient permis d'accéder au pouvoir, à savoir le parti d'un côté et d'un autre côté le syndicalisme fasciste. Alors, vous mentionniez le dernier livre d'Emilio Gentile. Je l'ai entre les mains, alors je vais pas faire des citations de tous les ouvrages sur le sujet, mais est-ce que je pourrais avoir votre sentiment ou votre avis sur son sous-titre? Emilio Gentile, alors je sais pas si c'est un souhait de l'éditeur ou de lui, écrit « Soudain le fascisme, la marche sur Rome, l'autre révolution d'octobre ». Est-ce que pour vous, c'est une comparaison adéquate? C'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une part de révolution, dans la mesure où il s'agit d'une rupture, incontestablement, dans le cours de l'État libéral. L'État libéral ne s'achève qu'en janvier 25. Mussolini devient président du Conseil, donc les formes sont respectées, le roi fait appel à lui, il était un parlementaire, mais de notre côté, il est incontestable qu'il y a aussi une rupture, et à ce moment-là, on peut parler de révolution, dans la mesure où les forces fascistes occupent un certain nombre de préfectures, un certain nombre de points névralgiques du pays, et par conséquent, il s'agit effectivement d'une rupture. Je crois que Emilio Gentile faisait la comparaison, on avait dit que Mussolini, que ce n'était pas une révolution, puisque Mussolini est arrivé en train, en pullman, tranquillement pour recevoir le pouvoir des mains du roi. Et Emilio Gentile dit que Lénine avait pris le tramway pour se rendre au palais, au point de départ de la révolution d'octobre. Donc par conséquent, il y a là une comparaison qui est assez amusante. Michel Ostinck, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je rappelle votre dernier ouvrage, Ciano, le gendre de Mussolini. Nous attendons avec impatience le prochain pour pouvoir vous inviter à ce libre journal des débats. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal des débats dirigé ce soir par Charles de Meyer. Je vous rappelle que vous pouvez intervenir au cours de cette émission au 01 46 51 00 85 ou à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Alors on a dit bien des choses pendant ce début. On a suivi un fil chronologique qui permet à peu près d'attendre l'arrivée de l'Éthiopie et donc notre prochain intervenant. Mais pour faire un petit mot, est-ce que déjà il y a des aspects saillants qui pour vous méritent d'être approfondis dans cette débat de conversation? Je rajouterai un mot, c'est un mot qu'a prononcé le professeur Austin qui était à mon sens essentiel. Mussolini est un révolutionnaire. Parce que là aussi, l'antifascisme a occulté les années socialistes, qui cadraient pas, si vous voulez. Peut pas être méchant et socialiste en même temps, c'est pas possible. Donc, en réalité, mais non, il y a un lien. Mussolini n'a pas pu se transformer du jour au lendemain de socialiste en nationaliste. Sauf à être présenté comme soit un opportuniste abominable, soit un renégat. Mais en fait, pas du tout. C'est un révolutionnaire. C'est-à-dire que ce qu'il a toujours détesté, c'est la bourgeoisie. Il l'a fréquenté dans le collège salésien de Faenza, qu'il a fréquenté dans sa prime jeunesse. Il a vu les fils de bourgeois, lui le fils de forgeron. Ça s'est pas toujours très bien passé. Et il a toujours eu cette haine vis-à-vis de la bourgeoisie. Et alors d'abord à travers un prisme un peu marxisant socialiste, et puis au moment de la guerre, eh bien l'ennemi c'est toujours le même, c'est le bourgeois pusillanime, le bourgeois qui pense qu'à l'argent, qu'à son intérêt, qui veut pas aller se battre pour la patrie. Et il y a eu un transfert, on est passé de la défense de la classe ouvrière, du prolétariat, à la défense du peuple, dont est exclu la bourgeoisie, exactement comme ce bon Seyès avait exclu la noblesse du corps social français. C'est exactement la même démarche. Elles sont les parasites. Donc, si vous voulez, il y a vraiment un fil conducteur. Faut bien se rendre compte que même au moment de la rupture de 1914-1915 avec ses amis socialistes, il reste socialiste. Il se définit toujours comme socialiste et il essaye, en fait, pendant toute la période de la neutralité, il a essayé de convaincre ses amis du Parti socialiste de se rallier à la nation. C'est-à-dire que la guerre devait être l'occasion soit de faire la révolution, soit de faire la guerre. La guerre entraînant la révolution. Or, le Parti socialiste italien ne faisait ni l'un ni l'autre. Il se maintenait dans un neutralisme absolu par rapport à la guerre et il voulait pas faire la révolution. Parce qu'il avait eu l'expérience, en juin 1914, il y avait eu une insurrection en Italie qui avait complètement échoué. Donc, ne faisant ni l'un ni l'autre, eh bien, lui, il a récupéré l'héritage national. Et c'est d'ailleurs facile en Italie, parce que l'Italie, c'est le pays du risorgimento, de l'unité, c'est-à-dire de la révolution et de la nation. Et c'est ça qui fait le lien, effectivement, avec le jacobinisme. C'est la Révolution française qui invente la nation dans le sens moderne. C'est la Révolution française qui invente la sacralisation de la patrie et de la nation. Et tout ça se retrouve dans le Risorgimento italien, dans Garibaldi. Et Mussolini, il est héritier de tout cela. Donc, il n'a pas du tout l'impression de trahir qui que ce soit ou quoi que ce soit. J'ai un ami professeur de droit constitutionnel, je ne sais pas s'il fait la citation en public habituelle, donc je cacherai son nom, qui a l'habitude de dire, est-ce que vous partagez cette citation, que Mussolini est la personne qui a le mieux compris Rousseau? Ah oui, tout à fait. Alors, ah oui. Alors ça, c'est vraiment une conviction vraiment très ferme chez moi. Le fascisme, alors ça, il y a de quoi faire hurler en France, on mériterait d'être fusillé pour ça. Hein. Mais il y a, même en Italie, c'est quand même un débat. Raison de Felice l'avait déjà soulevé, le lièvre, mais il avait pas approfondi véritablement la question. C'est le lien avec Rousseau, bien sûr, avec la collectivité. Enfin, vous lisez certains passages du contrat social, enfin, c'est absolument incroyable le lien que l'on peut faire avec le fascisme, la religion civile, invention rousseauiste par définition, et le fascisme est une religion. Ses manipules. Il veut se substituer au catholicisme et inventer une sorte de religion laïque, une sorte de religion civile où il faudra adorer la nation et l'État à la place de Dieu.
Et alors, est-ce que c'est un aspect que la papauté saisit à ce moment-là? Comment tente-t-elle de le traiter? Je crois que, sans entrer dans les détails de l'ouvrage, il y a plusieurs courants qui s'expriment, notamment dans l'Église italienne. On trouve même quelques évêques quasi fascistes. Oui, oui, bien sûr, parce que l'Église est composée d'hommes qui ont tous leur vision et leur opinion. Bien sûr, il y a de la part de... On trouvera aussi bien des évêques comme des prêtres pro-fascistes ou antifascistes. Pourquoi? Parce que pour certains, le fascisme, c'est vraiment le rempart contre le bolchevisme, et une fois au pouvoir, le fascisme a mis en place une politique qu'on va appeler morale, de défense des valeurs, que l'on croit inspirée par la droite, par les traditionalistes, par l'Église catholique, en réalité pas du tout. Robespierre, c'était pas un souriant, c'était pas un amoureux de la vie éperdu, c'était pas un souriant, c'est un moralisme en fait qui vient du jacobinisme et qui est propre au mouvement révolutionnaire, mais qui plaît, c'est vrai, à l'Église. Ça, c'est absolument incontestable. Bon. Et de l'autre, eh bien, vous avez des évêques, des prélats, des prêtres qui perçoivent très bien dans le fascisme ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un mouvement révolutionnaire, anticlérical, anti-chrétien, j'insiste bien sur les deux. Il se contente pas d'un anticléricalisme virulent, c'est bien un mouvement anti-chrétien dans le sens où il considère que le christianisme, le dogme chrétien, les valeurs chrétiennes ont été des éléments de corruption de l'âme italienne, qui a affaibli les Italiens. La référence des fascistes, c'est l'Empire romain, surtout la période républicaine, et puis à partir de la période de deuxième moitié des années 30, ça va plutôt être l'Empire, pour des raisons qui apparaîtront évidentes à tout le monde. Mais à partir du moment où l'Italie serait devenue chrétienne, alors l'italien se serait ramolli en quelque sorte, du fait des valeurs évidemment d'amour, du prochain, de paix. Et il faut en fait, débarrasser l'italien nouveau ne doit plus être influencé par l'Église, d'où le conflit à propos de l'éducation, qui a été le grand conflit qui a opposé la papauté au régime fasciste au début des années 30, c'est la question de l'éducation. De qui relève l'éducation? Pour l'État totalitaire fasciste, en tout cas qui a vocation à être totalitaire, l'éducation relève de l'État, relève du parti, relève du fascisme, c'est donc la création des Balila, des avant-gardistes, tout ça. Il s'agit d'arracher l'enfant à l'influence de ses parents, car la famille, le sanctuaire de la famille, comme disait Léon XIII, est une menace pour l'emprise totalitaire, pour le remodelage. Et là aussi, le lien avec la Révolution et les Lumières est absolument évident. Il s'agit de remodeler l'individu, donc il faut évidemment s'occuper de lui le plus tôt possible, alors que l'Église définit les parents comme les seuls éducateurs de leurs enfants, avec son aide à elle et toutes ces structures d'éducation qui servent à transmettre le message de l'Église. Donc le conflit s'est noué autour de cette question, et ensuite dans les années 30 se posera la question des lois antisémites. Alors, deux questions à ce sujet, et puis après on appellera, je crois, Max Yavon. Est-ce que la question de l'éducation fait partie des discussions, alors soit du texte officiel, soit des discussions qui vont autour des accords du Latran, première question. Et je crois que, si j'ai bonne mémoire de votre ouvrage, mais j'ai perdu le nom de mouvement, l'Église arrive à négocier pendant les années 20 le maintien d'un mouvement... L'Action catholique. L'Action catholique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Quelle a été son influence sur la société italienne? Alors l'Action catholique est un ensemble d'organisations laïques, d'apostolats, à laquelle Pion se tenait énormément. Il disait c'est la prunelle de mes yeux. C'était un élément effectivement d'évangélisation et d'apostolat auquel il tenait énormément. Or, l'État totalitaire ne peut pas accepter qu'il y ait des structures indépendantes de lui. Donc, on parle souvent des violences fascistes contre les mouvements socialistes, les structures socialistes, les associations, les locaux, dans la période la plus dure, celle de 1919, 1920, 21, c'est tout à fait exact. Le fascisme est violent, c'est pour ça qu'il est antichrétien. Il exalte la violence. Mais cette violence est également exercée contre l'Action catholique, contre toutes les structures de l'Action catholique, et également contre le parti
le PPI, le Parti populaire italien, qui était le parti catholique, si vous voulez, l'ancêtre de la démocratie chrétienne, qui était fondé par Don Sturzo, un prêtre, et qui faisait vraiment pencher le catholicisme politique du côté de la démocratie, ce que Pie XI n'acceptait absolument pas d'ailleurs. Et eux aussi ont été victimes des violences fascistes. Donc, Pie XI et Mussolini se sont retrouvés d'accord pour éliminer le PPI du champ politique. Par contre, à l'action catholique, ça, pas touche. Et c'est tout l'objet de la crise de 1931 qui s'est nouée autour de cela. Les accords du Latran avaient spécifié que les prêtres, le clergé devait être apolitique et ils devaient prêter un serment de fidélité au roi et au chef du gouvernement. Donc, en quelque sorte, l'Église était tenue. C'est du moins ce que croyait Mussolini. Mais étant donné qu'il y avait ce conflit en matière d'éducation, très rapidement, en fait, les relations se sont dégradées puisque les accords sont signés le 11 novembre 1929. Dès le 15 mai 1929, Mussolini prononce un discours devant la Chambre des députés au moment de la ratification des accords du Latran, pendant lequel il cherche à rassurer son aile gauche, si j'ose dire, pour faire simple. Ceux dont le professeur Rostenck a parlé, les durs du fascisme, les révolutionnaires du fascisme, qui ont dû avaler beaucoup de couleuvres depuis 1922, et qui voient avec effarement leur chef s'entendre avec le pape. Et donc, dans ce discours, il les rassure en leur expliquant que l'Église n'était pas autonome en Italie, et que l'éducation restait la prérogative et devait être la prérogative exclusive de l'État. Mussolini a dit, je le dis de mémoire, mais dans ce discours, a affirmé que l'éducation relève de la famille ne correspond pas à la réalité du monde contemporain. Très actuel, soit dit en passant, ce genre de phrase. Et donc je vous évite tout lien dangereux avec le mal, si vous voulez. Mais alors, sinon, on peut reprendre des discours récents. Très récents d'ailleurs, très récents. Et la crise donc débouche sur la publication d'une encyclique en 1931 qui est intitulée Non abbiamo bisogno, donc qui est rédigée donc en italien. Ça veut dire qu'elle traite uniquement de la question italienne, dans l'encyclique dans laquelle le pape condamne, toujours sans le nommer, ça c'est le langage de la curie, sans le nommer, le fascisme, l'idolâtrie de la nation, l'idolâtrie de l'État et les prétentions de l'État à contrôler l'éducation des enfants. Et là, Mussolini ne veut pas s'engager dans une guerre religieuse avec la papauté parce qu'il sait qu'il va la perdre. Donc, et de l'autre côté non plus, la papauté, elle veut pas aller jusqu'au conflit direct. Parce que on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne, et que la chute du fascisme donnerait évidemment, ouvrirait une porte sur on ne sait quoi. Donc les deux sont d'accord pour trouver un modus vivendi. Donc le clergé reste apolitique et le fascisme laisse à l'Église un certain nombre de libertés pour exercer son apostolat. Et à partir de 31, on rentre dans une période de coexistence pacifique entre les deux pouvoirs qui durera jusqu'en 1938, l'alliance avec l'Allemagne hitlérienne que la papauté alors ne digère absolument pas, et surtout l'établissement de lois antisémites qui portent atteinte au concordat et qui posent aussi la question fondamentale, et c'est là aussi la raison pour laquelle ces deux pouvoirs ne pouvaient pas s'entendre, qui est la révolution anthropologique à laquelle le fascisme aspire, c'est-à-dire refaire un homme nouveau. Or, un homme nouveau, il n'y en a qu'un, celui qui est né avec le Christ. Alors, à ce moment de l'émission, il nous reste une petite question pour rester sur ce lien qu'on fait, puis on va continuer à en parler, sur le lien complexe que l'État fasciste entretient avec sa société. C'est parler des résistances à ce fascisme. Arnold nommé, je cite un peu aux ouvrages aussi, une des manières fine de l'interpréter, c'est qu'il y a des exilés d'Italie, des antifascistes qui partent assez rapidement du pays. Oui, dès 25-26, l'établissement de la dictature, l'interdiction de tous les partis politiques à l'exception du PNF, tout cela brise les partis politiques antifascistes. L'antifascisme a échoué sur toute la ligne. Il a été incapable d'empêcher l'instauration de la dictature suite à l'assassinat du député Matteotti qui a entraîné une très grave crise qui aurait pu faire tomber
Mussolini. Les antifascistes ont été incapables de le renverser et l'établissement de la dictature les a ensuite entraînés en exil. Alors ils ont eu une certaine audience et Mussolini ne le sous-estimait pas. Une audience auprès des journaux, des revues, des intellectuels étrangers. Il faisait des conférences en Angleterre, aux États-Unis. Mais ces braves gens ne représentaient qu'eux-mêmes. La société italienne adhérait quand même massivement au régime grâce à ses succès intérieurs et extérieurs. Et puis après, vous savez, il est toujours très difficile de rentrer dans des consciences. Se taire était aussi une forme d'opposition voire de résistance. Mais en tout cas, le régime n'a jamais été menacé de l'intérieur. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal des débats de Charles de Meyer. Nous discutons ce soir de qui fut Mussolini. Et alors pour savoir qui fut Mussolini, on a parlé des affaires intérieures, de son rapport aux idées politiques. Et un livre qui apporte une vision originale, nouvelle, complémentaire, vient de paraître chez Perrin, encore les éditions Perrin. Celui de Max Chiavon, Mussolini, un dictateur en guerre. Et je crois que nous avons l'honneur et le plaisir de l'avoir au téléphone. M'entendez-vous ? Oui, je vous entends. Bonjour à vous et aux auditeurs et à mon ami Frédéric Lemoine. Bonsoir Max. La première question que j'ai envie de vous poser, finalement, moi qui ai eu le premier rapport que j'ai eu avec Mussolini, c'était mon petit livre d'histoire de collège, je crois. On avait l'impression que de toute façon, Mussolini ne pouvait être qu'un chef de guerre, quelqu'un qui vadrouillait en cherchant les conflits. Et finalement, dans l'historiographie, je crois, ça avait été peu abordé. Comment l'expliquez-vous ? Alors, il y a certainement plusieurs raisons. La principale, c'est que le phénomène, si vous voulez, de l'Italie militaire et de l'Italie en guerre n'est pas primordial. Les Italiens n'ont pas fait d'étincelles, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, c'est un oubli. Les gens préfèrent se concentrer sur le Mussolini dictateur, caricaturé, le César de Carnaval, comme disait Paul Boncourt. Je crois que la raison principale, c'est celle-là en France. Par contre, en Italie, on se souvient davantage des défaites, puisque, pour être simple, c'est elles qui ont tout changé, qui ont fait basculer la population de l'adhésion, si vous voulez, du consensus dont on a parlé vers la déception. Pour résumer, si vous voulez, le premier jour de la Deuxième Guerre mondiale a été aussi le dernier jour du fascisme, si vous me permettez. Hein. Alors pourtant le fascisme peut laisser plonger ses racines dans une partie de mythologie ou de romantisme italien qui vient dès après la Première Guerre mondiale, avec notamment les velléités de Gabriele D'Annunzio, Fiume, toute cette ambition dans le Trentin. Est-ce que ça a une vraie place dans la manière dont Mussolini va se construire comme un dictateur en guerre ? Alors, il faut un petit peu rappeler son histoire militaire, si vous permettez, si ça peut, je pense que ça peut intéresser nos auditeurs. C'est excellent pour l'ensemble des auditeurs de Radio Courtoisie. Mussolini est antimilitariste. Hein. Il faut rappeler qu'il a déserté. Il est parti en Suisse, où il est d'ailleurs devenu vagabond. Il a été arrêté comme sans domicile fixe. Il couchait sous les ponts. Et il n'est rentré en Italie qu'à l'occasion d'une amnistie qui a été décrétée par le roi pour tous les déserteurs, à l'occasion de la naissance du prince Umberto, qui sera le futur roi, le prince héritier. Et donc Mussolini rentre en Italie contre toute attente. Il fait son service dans les bersaglieri et il se montre discipliné. Ensuite, je saute quelques étapes parce qu'il faut aller vite. Durant la guerre, bon, bien sûr, c'est un partisan, c'est un interventionniste. Avec Salandra et le roi Isonino, c'est un de ceux qui font basculer le pays vers l'interventionnisme. Il est appelé à faire à rappeler pour la guerre. Il est blessé lors de l'explosion d'un mortier, mais qui explose au départ du coup, au côté italien. Il n'est pas blessé par un obus ennemi. Mais cet épisode va le transformer. Cette vie en collectivité au front va le transformer. Il va apprécier de plus en plus la discipline et va devenir un partisan de l'armée. Mais sans devenir pour autant militariste. En tout cas, dans les années qui suivent, les années à la fois où il va prendre le pouvoir, le Biennio Rosso dont on a parlé tout à l'heure, et les années qui suivent, jusqu'en 25-26, s'il y a une certitude, c'est qu'il comprend qu'il ne pourra pas se passer de l'armée pour
se maintenir au pouvoir. Hein. Il a bien conscience que lors de la marche sur Rome, si le roi avait signé le décret d'état de siège que lui présentait le général et que voulait Facta, le président du Conseil, eh bien, la marche sur Rome aurait échoué. Donc il comprend dès les premières années qu'il aura besoin d'armée, mais ça va rester... il va laisser l'armée se développer toute seule. Et les militaires lui seront gré de cela. Aussi, pour parler très clairement, on peut dire que, contrairement par exemple à l'Allemagne nazie, mais en Italie, le fascisme s'est arrêté à la porte des casernes. Hein. Les soldats, les officiers prêtent serment au roi étaient réellement monarchistes, pour une large part. Certains étaient fascistes, mais en tout cas, ils obéissaient au roi. Et Mussolini venait en seconde position. Donc, vous voyez, cette relation de Mussolini à l'armée, je crois que devait être précisée. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que, pour revenir à ma question de départ, est-ce que, puisque c'est un sujet qui est resservi à chaque étude sur Mussolini, les expéditions de Gabriele D'Annunzio, le rapport au Trentin, etc., jouent un rôle important dans la propagande et l'imaginaire fasciste de cette époque-là? Oui, mais vous avez prononcé les mots qui sont justes. Imaginaire, propagande, réutilisation des troupes, des squadristes, des troupes qui étaient à Fiume. Bon, mais ça reste. On va réutiliser le fez noir pour les uniformes de la milice, mais ça reste tout ça. Ça reste un petit peu folklorique, si vous me permettez. Hein. C'est pas sur cela que va se construire le Mussolini dictateur en guerre. Le vrai militaire à la tête de la puissance militaire de son pays. D'ailleurs, une fois qu'il est à la tête de la puissance militaire de son pays, en 1922, Mussolini va-t-il tenter de réformer l'armée, d'y intégrer davantage d'Italiens? Et quel va être son rapport et ses politiques publiques finalement à ce sujet? Eh bien, Mussolini, là aussi, contrairement à ce que l'on peut croire ou ce qui est véhiculé, Mussolini laisse à l'armée beaucoup d'autonomie, autant que lui ont laissé les gouvernements libéraux. C'est-à-dire qu'il y a une entente tacite, hein, rien n'est jamais signé, il ne passe pas même d'accord verbal avec les généraux, mais c'est une entente tacite. L'armée s'engage à ne pas mettre en cause le régime, voire à le soutenir. En échange, Mussolini laisse les chefs militaires nommer les généraux entre eux, au sein de la hiérarchie. Si vous voulez, il joue un rôle d'arbitre. Il joue un rôle d'arbitre, au demeurant parce que Mussolini cumule sur sa tête plusieurs portefeuilles ministériels. Il ne peut pas tout faire, donc il ne peut, dans tous les cas, pas approfondir le domaine militaire. Il n'en est pas capable, il connaît mal l'armée. Il connaît mal l'armée, au moins au niveau stratégique et géopolitique. Il la connaît mal, il connaît mal ses possibilités, ce qui va entraîner de fâcheuses erreurs d'appréciation dans les années 30, à la fin des années 30. Alors, ces fâcheuses erreurs d'appréciation, elles vont tout de même mener à ce qui sera une des expéditions majeures dans la constitution du fascisme en Italie, c'est la campagne d'Éthiopie. Pour bien comprendre, quel rapport l'Italie entretenait-elle aux colonies? Y a-t-il une sorte de sentiment de victoire mutilé, notamment vis-à-vis de ces colonies? Est-ce que le choix de faire une campagne en Éthiopie était cohérent avec une aspiration profonde des Italiens? Alors, l'Italie s'intéresse depuis longtemps à des colonies. Depuis 1911, elle conquiert, elle pacifie la Tripolitaine et la Cyrénaïque, c'est-à-dire la Libye, hein, pour parler clairement. Par contre, et vous avez raison d'en parler en premier, elle a subi une très grave défaite en Éthiopie, en 1896 à Adoua, et qui est resté en Italie un traumatisme national. Et Mussolini cherche tout naturellement à effacer ce traumatisme, cette défaite, par une victoire. Donc, dès 1932, vous voyez les premières années, pendant 10 ans, de 22 à 32, il met en sourdine toutes ses revendications, à la fois de révisionnisme des traités consécutifs à la Première Guerre mondiale, mais également coloniaux. Petit à petit, lorsque la situation intérieure est stabilisée, lorsqu'il a lancé la bataille du blé, les grands travaux, passé les accords de Latran, en fait, lorsqu'il a assis son pouvoir à l'intérieur, il va commencer à s'intéresser à la politique étrangère. Et tout naturellement, il va
rechercher des succès coloniaux. Alors pour des tas de raisons, il faut venger la défaite d'Atois. L'Italie a une natalité importante et il faut trouver des débouchés. Également, Mussolini est convaincu que tous ces Italiens qui émigrent aux États-Unis seraient beaucoup plus utiles s'ils émigraient dans une colonie italienne. Ça renforcerait forcément la puissance, l'aura de la métropole. Et c'est dans ce cadre qu'il prépare, je vous ai dit, dès 1932, l'expédition d'Éthiopie, qui se réalise en 1935 et qui va être un formidable succès. Même les antifascistes réfugiés à l'étranger, et en particulier à Paris, vont applaudir à la conquête de l'Éthiopie. Donc c'est vraiment là que le mot consensus pour la politique mussolinienne a tout son sens. Le 1er mai 36, en mai 36, lorsque l'Empire est proclamé, eh bien, s'il y avait eu des élections libres, nul doute que Mussolini aurait eu 95% en sa faveur. Et d'ailleurs, vous écrivez en premier sous-titre de votre chapitre sur la conquête de l'Éthiopie, un pays à l'unisson. Alors cette campagne n'est tout de même pas de tout repos. Ah non, elle n'est pas de tout repos. C'est très difficile. Il faut s'imaginer que la conquête se fait dans un pays montagneux qui n'a pas de piste et pas de route. Donc il faut amener l'eau potable, il faut tout amener. Churchill sera extrêmement admiratif et dira que c'est un exploit unique que une nation ait pu amener à 5000 km 300 000 hommes et assurer une conquête. Et Churchill, je vous ai dit, était très très admiratif pour toute l'œuvre, y compris intérieure, mais ça, il se gardera bien de le dire après 1945, il est très admiratif pour l'œuvre de Mussolini. Donc ça n'a pas été de tout repos, les Italiens ont eu des milliers de morts et Badoglio, qui est rentré à Addis Abeba, a d'ailleurs été conduit à demander l'emploi des gaz, ce qui n'est pas glorieux, mais donc les Italiens ont employé des gaz de combat pour venir à bout de certaines poches insurgées. Et c'est d'ailleurs un des chapitres de votre ouvrage qui sont les plus stimulants, j'ai trouvé, enfin du moins les plus accrocheurs. Je vous rappelle le titre de l'ouvrage de Max Schiavon, Mussolini, un dictateur en guerre. Alors après la conquête éthiopienne, l'armée italienne sort-elle grandie, plus expérimentée, le montre-t-elle en Espagne? Quelle est son attitude finalement dans cette période qui va courir entre 35 et 39? Eh bien, dès son arrivée au pouvoir en 24-25, lorsqu'il crée la milice, lorsqu'il crée l'état-major général, Mussolini donne quelques objectifs à l'armée, et notamment de pouvoir mener des batailles, des guerres coloniales. Donc en Éthiopie, on peut dire, même si c'est à grande échelle, que l'armée est capable et construite pour ces campagnes. Malheureusement, la victoire, et c'est pas vrai que pour la victoire d'Éthiopie, c'est vrai pour toutes les victoires, et on pourrait se souvenir de l'armée française en 1918. La victoire, parfois, ferme l'esprit, et donc elle empêche de réfléchir sur la suite. Les Italiens, après la victoire d'Éthiopie, vont se garder de trop réfléchir et penser que leur modèle est bon pour affronter les guerres à venir. D'autant plus que Mussolini a décidé lui-même, un petit peu contre l'avis de l'état-major au départ, de déclencher cette guerre, et il en tire toute la gloire. Mussolini devient, après un vote de la Chambre, premier maréchal de l'Empire à égalité avec le roi, ce qui fait d'ailleurs s'étrangler Victor Emmanuel, parce que dans une monarchie, personne ne peut être l'égal du roi, c'est pas possible. Donc là, le roi le prend comme un amoindrissement de ses pouvoirs, et il a raison. Et voilà. Donc Mussolini ne se met pas en cause. Il a réussi en Éthiopie. Pourquoi ne réussirait-il pas ailleurs? En plus, c'est la période où on sculpte le plus en Italie. Mussolini a toujours raison sur les bâtiments. Donc il se persuade lui-même d'être infaillible, et ça va lui porter tort. Alors sur cette question, Frédéric Lemoel, on a vu que l'Église était bien entendu extrêmement inquiète des réformes, des tentatives de réforme anthropologique, de l'intrusion de l'État dans la famille et dans la société. Comment le Vatican voit-il se dérouler la campagne d'Éthiopie et les conséquences de cette campagne? Alors il faut faire une différence entre le sommet, c'est-à-dire le pape Pie XI, et l'ensemble de l'Église italienne. Pour cette dernière, eh bien, le clergé est absolument saisi par l'enthousiasme que suscite cette guerre, ces victoires.
contre les Éthiopiens, la création de l'Empire qui offre des possibilités d'évangélisation en Afrique. Si on s'en tient par exemple à ce que pensait à l'époque le jeune Roncalli, futur Jean 23, qui n'était pas un fanatique, loin de là du fascisme, il adhérait comme les autres. Donc il y a eu un enthousiasme qui a touché également le clergé, un certain nombre d'évêques, d'archevêques. Il faut dire que l'Éthiopie n'a jamais vraiment été latinisée dans ses rites et dans sa manière de... Et c'était l'occasion de le faire. Pie XI, lui, est beaucoup plus pessimiste vis-à-vis de cette guerre, mais comme il saisit le mouvement d'enthousiasme dans le pays, il préfère ne pas s'opposer au régime sur cette question. Pour la guerre d'Espagne, les choses sont également très compliquées. Une lecture hâtive pourrait nous faire croire que la papauté va immédiatement apporter son soutien au général Franco, pieux catholique s'il en était, et qui se soulevait contre une république espagnole qui était quand même et viscéralement anticléricale. C'est quand même le moins qu'on puisse dire. Eh bien, en fait, pas du tout. Le Saint-Siège n'apporte pas son soutien à l'insurrection de juillet 1936. Elle garde ses relations diplomatiques avec la République. Il faudra attendre 1938 pour que le Saint-Siège établisse des relations diplomatiques avec le régime qui n'a pas encore gagné la guerre de Franco. Pourquoi ? Parce que il y a chez Franco un certain nombre d'aspects qui dérangent le Saint-Siège. Sa violence, son absence de mansuétude, de pardon, l'élimination systématique des opposants et des prisonniers, les prêtres basques, viscéralement antinationalistes, qui étaient fusillés à tour de bras. Mais d'un autre côté, évidemment, il y avait dans le camp dit républicain, qu'on devrait plutôt appeler le camp marxiste, de telles horreurs qui étaient faites contre le clergé, aussi bien vivant que mort. On passe sur les détails des profanations, des tombes des religieux et des religieuses et des horreurs qui étaient faites sur leur corps. À un moment ou à un autre, il est évident que la papauté, même si elle ne le voulait pas, est poussée du côté de Franco, et elle doit céder aux pressions de l'épiscopat espagnol, mais elle le fait avec beaucoup de réserve. Cette réserve et cette manière d'intervenir en Espagne, elle entre un petit peu dans la manière dont l'Italie va s'investir dans la guerre d'Espagne finalement. Mussolini réfléchit bien à sa stratégie et tente d'intégrer des légions de manière un peu constituée. Là, je pense que Max Cavon le dira mieux que moi. On parle tout le temps de l'engagement de l'Allemagne dans la guerre d'Espagne, Guernica, etc. Tout ça est quand même largement connu. Mais en réalité, c'est l'Italie qui s'est davantage investie dans la guerre d'Espagne. Max Cavon, quelle est votre analyse sur l'investissement italien et donc fasciste pendant la guerre d'Espagne ? Eh bien, d'abord, je veux rappeler que l'idée de Mussolini est d'intervenir en Espagne pour éviter un encerclement. Le Frente Popular, le Frente Crapular est arrivé au pouvoir en Espagne, le Front Populaire est arrivé en France, les dirigeants comme la presse qui soutient ces régimes n'hésitent pas à dire que après la France et après l'Espagne, c'est le tour de l'Italie. Donc la première raison d'intervention de Mussolini, c'est l'autodéfense. C'est l'autodéfense. Et comme c'est de l'autodéfense idéologique principalement, il va, contrairement à l'Éthiopie où il a envoyé le contingent, si je reviens en arrière 30 secondes, le fait d'envoyer le contingent en Éthiopie et d'avoir vaincu entraîne l'adhésion nationale, puisque sur les centaines de milliers de soldats envoyés correspondent à des millions de familles italiennes, des neveux, des fils, des petits-fils, etc. Donc, tandis qu'en Espagne, c'est d'abord la milice qui est envoyée. Ce sont d'abord les miliciens et les volontaires, les miliciens de la milice des volontaires pour la sécurité nationale, et donc des troupes plutôt fanatisées. Et j'abonde totalement dans ce qu'a dit Frédéric Lemoyle.
l'intervention italienne est finalement plus importante que l'intervention allemande, pardon. Alors on la mésestime toujours, on parle là aussi le poncif depuis 80 ans de Guadalajara, mais en fait les Italiens ont avancé de 40 km, ensuite ils ont été obligés de reculer de 20 km, mais ils ont conservé 20 km. Donc dans beaucoup de secteurs, l'intervention italienne a été majeure, et notamment dans la fourniture de matériel. Qui malheureusement pour les Italiens vont rester en Espagne, puisque dans un geste magnanime, Mussolini offrira tous les matériels qui ont été utilisés aux Espagnols, ce qui aurait pu constituer 10 belles divisions italiennes, qui manqueront plus tard. Et ce plus tard, on va y aller. Désolé, on n'avance à pas de loup sur la chronologie militaire. Ce plus tard arrive, et notamment en 1938, où la stratégie, ou du moins les accords militaires italiens prennent un tournant plus clair. Oui, à ce moment-là, on va d'abord avoir le mot axe qui est prononcé, puisque Mussolini dit l'alliance qui se concrétise avec l'Allemagne n'est pas un diaphragme, mais plutôt un axe, et c'est le mot qui restera finalement. Un an plus tard, on a la signature du pacte anticomintern, et puis globalement, pour schématiser, tous les engrenages se mettent à tourner dans le mauvais sens. Hitler a militariser la rive gauche, il obtient les Sudètes lors de la conférence de Munich fin septembre 38. Ensuite, alors il y a eu l'Anschluss aussi en mars 38. Ensuite, en 39, il occupe ce qui restait de la Tchécoslovaquie. Et Mussolini me dit, mais bon, lui avance, pourquoi pas moi? Et il entend des bruits lui sont rapportés par ses ambassadeurs que la Croatie aimerait se libérer de la Yougoslavie, qui avait été constituée en 19 pour rejoindre plutôt une orbite allemande. Là c'est le chiffon rouge, puisque Mussolini a toujours dit je ne veux surtout pas que les Allemands ou les Russes arrivent dans le bassin méditerranéen, c'est ma chasse gardée. Donc à partir du moment où il entend ces bruits-là de la Croatie, eh bien, il se décide d'intervenir et il va attaquer l'Albanie, où l'armée fera piètre figure. Autant, bien sûr, la conquête va être facile, puisque les Albanais, c'est un régime presque fantoche du roi Zog, donc quelques centaines de combattants, mais les bateaux italiens arrivent en rade de Durazzo, le tirant d'eau est trop important, ils n'arrivent pas à débarquer les troupes, il n'y a pas de port, enfin, c'est un petit peu une pantalonnade. Donc ça aurait dû alerter Mussolini et les chefs de l'armée italienne sur la valeur réelle à entrer dans une guerre européenne, si tant est que les Albanais soient considérés comme étant une armée européenne. Voilà. Donc là, on est à la veille de la Seconde Guerre mondiale, et les mauvais engrenages se sont mis en route. Et alors pendant ce temps-là, autour de Mussolini, trouve-t-on des bellicistes ou des gens qui sont très attachés à l'entente avec l'Allemagne? Mussolini est-il prisonnier de sa volonté d'être au niveau d'Adolf Hitler? Comment aborde-t-il psychologiquement la négociation de ces événements? Alors, Ciano est le mauvais génie un petit peu par exemple de la conquête de l'Albanie. C'est lui qui pousse. Il va rester germanophile jusqu'à l'été 39, où là il découvre qu'il s'est fait totalement berner par Ribbentrop et par les Allemands. Donc jusqu'en 39, Ciano pousse à la guerre. Bon, les militaires, pas trop. Un petit peu le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Pariani, mais le chef d'état-major général Badeau lui rappelle que l'armée n'a que 13 divisions complètes, 23 assez complètes, et puis les autres passables. Donc c'est pas avec ça qu'on fait une armée, mais Mussolini en a cure, et il pense que la force des hommes, et ça c'est une faute majeure, il pense que c'est le nombre d'hommes qui va emporter la décision. Et il aura cette même attitude en Libye, même attitude en Russie, et malheureusement, les matériels comptent énormément, et là, l'armée italienne est très mal pourvue, et restera très mal pourvue jusqu'au dénouement fatal de 45. Et à ce moment-là, le Vatican, Frédéric Lemoyle, voit les faits s'éclaircir, et finalement, une de ses volontés, ou un de ses desseins, tomber à l'eau, c'est-à-dire maintenir un certain éloignement entre le fascisme et le nazisme. Oui, ça a été le grand objectif de la fin du pontificat de Pie XI, c'est d'empêcher cette alliance mortifère entre l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. La papauté
clairement vu que le national-socialisme était un paganisme raciste et elle condamnait tout dans cette idéologie et cette condamnation qui se trouve dans l'encyclique de 1937 contre le nazisme. Et donc c'est avec effarement, avec angoisse, que Pie XI voit l'Italie se rapprocher de l'Allemagne et il interprète, et à mon avis faussement, l'installation des lois antisémites comme l'influence de l'Allemagne. Et je pense que là, il sous-estimait la dynamique interne au fascisme. Enfin bon, peu importe. Et le séjour d'Hitler à Rome, en mai 1938, donne lieu à une crise, puisque Pie XI était prêt à recevoir Hitler au Vatican, à condition que Hitler désavoue les persécutions dont était victime l'Église en Allemagne. Hitler évidemment a refusé et donc il y aura pas d'audience au Vatican. Pie XI a plié bagage, a quitté Rome pour Castel Gandolfo en disant que la croix gammée flottait sur Rome, une croix qui n'était pas celle du Christ. Il a fermé tous les musées du Vatican pour empêcher les délégations allemandes de venir les visiter et il a interdit à tous les religieux de la ville d'assister aux cérémonies officielles. Donc là la crise était quand même très forte. Il a jeté ses dernières forces dans cette bataille contre l'évolution de plus en plus radicale du fascisme italien en 1938 et au tout début de 1939. Son successeur, Pie XII, se retrouve dans une situation évidemment encore plus complexe, puisque là c'est la Seconde Guerre mondiale qui commence. L'Italie proclame sa non-belligérance et non pas sa neutralité. Il n'est pas question de recommencer le coup de 1914 pour Mussolini. Les conditions de l'armée, qu'a très bien décrite Max Cavon, l'a obligé à ne pas rentrer en guerre avec son complice allemand, mais en parlant d'une non-belligérance, il indique que ce n'est que partie remise et qu'à la première occasion, l'Italie rentrera en guerre. Il était impossible à l'Italie fasciste de ne pas faire la guerre. Il y avait une dynamique idéologique qui n'était pas celle du franquisme à la même époque et qui poussait Mussolini dans la guerre. C'est là la grande différence entre les deux hommes. Et Pie XII va s'épuiser à empêcher la décision fatale de l'entrée en guerre, qui est finalement décidée en juin 1940, sous l'effet évidemment de l'écroulement de la France. Il faut se rappeler ce que l'écroulement si rapide, si terrible, si total de la France en mai-juin 40 a représenté pour tous les contemporains, puisque cet écroulement de la France, personne ne s'y attendait, ça a rabattu toutes les cartes. Le jeu de la guerre en Europe a été complètement modifié par cela et pour Mussolini, il était hors de question, évidemment, de ne pas participer à la curée et c'est la décision fatale du 10 juin 40 de déclarer la guerre à la France et à l'Angleterre dans des conditions quand même très peu glorieuses. Est-ce que, Max Yavon, l'Allemagne nazie s'attendait à cette réaction avec perçu cette dynamique interne du fascisme dont vient nous parler Frédéric Lemoral, et qu'attendait-elle réellement de l'Italie fasciste ? Alors, Frédéric Lemoral a parlé de la visite d'Hitler à Rome. Elle s'est faite après que Mussolini soit allé à Berlin l'année précédente. Et durant cette visite, il avait été ébloui par les manifestations, par les usines d'armement germaniques. Donc le Duce a essayé de faire la même chose vis-à-vis des Allemands, de les impressionner, notamment avec son armée la mieux préparée, la marine, en faisant émerger 70 ou 80 sous-marins en baie de Naples devant 300 000 personnes. Mais les Allemands n'ont pas été dupes. Les parades italiennes ont été réussies, mais on ne leur a pas montré de manœuvre, on ne leur a pas montré d'usine d'armement, et ils savent très bien que c'est un allié dont ils ont besoin, mais qui restera secondaire. Pour vous donner un exemple, lorsque l'officier de liaison italien de l'Abwehr à Berlin annonce à son homologue allemand que l'Italie entre en guerre aux côtés d'eux, l'homologue allemand lui dit, eh bien, on gagnera la guerre quand même. Donc,
Vous voyez l'estime que portaient militaire que portaient les Allemands aux Italiens. Pour autant, ils ont besoin d'eux comme force d'appoint pour intervenir. Alors, sur cette entrée en guerre du 10 juin, Frédéric en a dit un mot. Je crois que je vais compléter ce qu'il a dit. Tout ce qu'il a dit est parfaitement juste, mais je vais le compléter. Mussolini connaît la versatilité du tempérament italien. Et la veille d'annoncer de rentrer en guerre, donc le 9 juin, il dit à Rachel, sa femme, à Raquel, pour la première fois, l'Italie va respecter sa signature. Donc, il y a cette idée aussi de changer pour lui-même le comportement de l'Italie. Il y a une autre raison qui est très rarement évoquée et que je veux indiquer à nos auditeurs, c'est qu'il rentre aussi en guerre parce qu'il craint les Allemands. C'est-à-dire que depuis l'Anschluss, la frontière germano-italienne est sur le Brenner. Il n'y a plus l'Autriche pour faire tampon. Et depuis le début, Mussolini craint que l'Allemagne un jour revendique les provinces italiennes, les provinces qui sont devenues italiennes après 1918, le Frioul, le 31-10, etc., des provinces souvent germanophones. Donc il y a cette crainte de l'Italie. Bon, il y a l'opportunisme parce que, comme l'a dit Frédéric, les Mussolini profitent de l'effondrement de la France. Au demeurant, il dit à Badoglio, l'effondrement est bien trop rapide. J'escomptais que ça durerait plus longtemps. La victoire allemande est un petit peu trop rapide. Et puis, il y a ce souci anthropologique de tous les dictateurs de vouloir former un homme nouveau. Il espère que la guerre va rendre les Italiens plus virils, plus guerriers, qui vont retrouver leur caractère de Romains de l'Antiquité. Bon, comme tous les dictateurs qui veulent transformer leur peuple, ils jouent à l'apprenti sorcier et le réveil sera difficile. Alors ce réveil sera difficile, on est obligé de résumer bien des campagnes en quelques mots. On sait qu'il y aura des heures peu glorieuses pour l'armée italienne. Souvent qu'on remarque une caricature, la Grèce, la Libye. Quelle conclusion peut-on en tirer sur la capacité qui était celle de Mussolini à être le dictateur en guerre? Alors, clairement, là aussi, un mot sur l'armée italienne. Les hommes, les officiers de l'armée italienne ont été aussi bons que les autres à partir du moment où ils avaient des équipements adaptés. Des gens comme comme Rommel ou Kesselring, des connaisseurs, des gens doués dans l'art militaire, ont dit que lorsque les Italiens étaient bien équipés, bien formés, ils valaient les soldats de la Wehrmacht. Ils étaient aussi bons. En revanche, clairement, Mussolini, pour résumer, a eu une politique italienne qui ne correspondait pas à ses moyens. Et sa faute, de son point de vue, c'est qu'il ne s'est pas donné les moyens de sa politique. Ça veut dire que dès le début des années 30, il n'a pas créé une industrie d'armement. Il n'a pas fait stocker assez de matières premières. Alors, on pourrait y revenir. L'Italie, d'ailleurs, n'avait pas les moyens financiers de le faire. Donc, il aurait dû réduire ses ambitions. Je vous ai dit tout à l'heure que le premier jour de guerre, c'était le dernier jour du fascisme. Eh bien, c'est certainement ça. Il montre, si vous voulez, dans le domaine militaire, beaucoup plus d'emballement que de réflexion. C'est un autodidacte. Et il n'a certainement pas l'armée allemande sous ses ordres. Il a l'armée italienne. Donc, il n'a pas tenu compte de sa force réelle que lui indiquaient ses chefs militaires. Donc, il ne s'est pas montré. En fait, il s'est montré catastrophique. L'aventurisme mussolinien est calamiteux pour le pays. Et c'est ce qui fait basculer le pays. Parce que la guerre entraîne des décès, des pénuries. Elle est très mal organisée. Il faut rappeler, ça aussi un phénomène très peu connu, c'est que contrairement à tous les autres belligérants, je dis bien à tous les autres belligérants, Mussolini ne décrétera jamais la mobilisation générale. Donc, après la campagne contre la France, qui est un succès entre guillemets, parce que la France est obligée de signer l'armistice à la Villa Incisa en juin 40. Les Italiens se disent c'est très bien, on a gagné quelques avantages ici et là. Bon, et Mussolini renvoie 600 000 hommes de leur foyer. Et l'idée des Italiens, c'est ça y est, la guerre est finie. Non, les 600 000 hommes, ils sont rappelés 5 ou 6 mois plus tard, plus de 200 000. Donc, c'est de la guerre à la petite semaine et il s'est révélé incompétent sur le plan militaire. Frédéric Lemal. Et d'ailleurs, il a rejeté la faute sur les Italiens.
C'est-à-dire, il y a cette fameuse phrase qu'il dit à Ciano, qui se trouve dans le journal de Ciano, où il fait la comparaison avec Michel-Ange, en disant si Michel-Ange n'avait eu à disposition que de la glaise, il n'aurait été que potier. Voilà, pour lui, c'est les Italiens qui n'ont pas été à la hauteur de ses ambitions, des Italiens qui n'ont jamais véritablement admis l'alliance avec l'Allemagne, car l'Allemagne est toujours restée très impopulaire dans les profondeurs du pays, des Italiens qui, en plus un peu comme aussi Mussolini, c'est tout à fait exact, craignaient énormément les Allemands, et d'ailleurs ils se sont aperçus très douloureusement la dureté. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit le dernier ambassadeur de France, André-François Poncet, à Ciano au moment de la déclaration de guerre, en lui disant les Allemands sont de durs maîtres, vous vous en apercevrez. Oui. Et on pourra, vous avez souvent évoqué Max Chiavon, Mussolini l'autodidacte, vous décrivez avec beaucoup de verve dans votre ouvrage Mussolini, un dictateur en guerre chez Perrin, tous ces moments où il attend, il trépigne, c'est tout à fait intéressant. Je vous remercie beaucoup d'avoir bien voulu participer à cette émission. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Mussolini, un dictateur en guerre chez Perrin. Les dernières minutes de ce libre journal des débats. Alors évidemment, on n'a pas pu faire l'intégralité des questions, mais il y en a quand même deux qui traînent dans le grand débat intellectuel sur Mussolini. Il faut les poser. J'en ai une d'ailleurs d'une auditrice de Radio Courtoisie. Alors, le fascisme italien, totalitarisme ou pas totalitarisme, et pour pouvoir aller un peu plus loin, histoire de pas vous laisser faire un plan chronologique pour me dire quand, à partir d'un moment, pourquoi cette évolution ? Alors c'est une grande question qui continue à opposer les spécialistes. Hannah Arendt a été la première à refuser de donner, de le placer dans la catégorie des États totalitaires, et son principal argument était l'absence de terreur de masse. Ce qui est exact. Bon, ce sont pas des tendres, hein, loin de là. Mais il n'y a pas eu en Italie, voilà, de massacre de masse. Il n'y a pas eu de camp de concentration. Il y a eu ni Dachau, ni Auschwitz. Il n'y a pas eu le goulag. Il y a eu une répression qui a été forte, tout à fait, mais qui n'a rien à voir avec ce que les nazis et les communistes ont fait. Renzo De Felice avait repris cette idée dans les premiers volumes de sa monumentale biographie de Mussolini, et puis avec beaucoup d'honnêteté, lorsqu'il est arrivé à la période post-guerre d'Éthiopie, il a révisé son propre jugement en disant on est bien dans un État totalitaire. Encore aujourd'hui, il existe des partisans de la thèse du totalitarisme, d'autres de la thèse de l'autoritarisme. Pour moi, le fascisme est totalitaire, est une idéologie totalitaire parce que c'est une idéologie révolutionnaire, totalitaire parce que révolutionnaire, qui a un dessein de révolution anthropologique issu des Lumières. Mais dans les faits, ça a été un totalitarisme incomplet. Peut-être serait-il arrivé à un stade beaucoup plus avancé. La guerre a stopper le processus, on ne le saura donc fort heureusement jamais, mais c'est un totalitarisme incomplet parce que Mussolini n'a jamais été le chef de l'État, c'est pas Hitler, il n'a été que le Premier ministre, dans les faits, d'un point de vue institutionnel. Au-dessus de lui, il y avait le roi, et la monarchie a joué son rôle, quel que fût le soutien qu'elle lui a apporté, la monarchie a joué son rôle de protection de l'État face à un parti politique qui voulait s'en emparer. Il y a eu l'Église, incontrôlable. Il y a eu le secteur, voilà, de la grande entreprise, de la très grande bourgeoisie. Mais d'un autre côté, ça a été un régime totalitaire parce que il s'est emparé d'une bonne partie de l'État. Pas totalement, mais quand même d'une bonne partie des structures de l'État. Et puis il a mis en place des structures d'encadrement de la population. Les enfants, nous en avons parlé, mais aussi l'organisation nationale de l'après-travail, il dopo lavoro, qui était chargée, entre autres, de s'occuper des loisirs des Italiens. Il y a eu une volonté incomplète, mais une dynamique qui a quand même existé de prise de contrôle des Italiens, y compris dans leur vie privée.
qui donne au fascisme un aspect totalitaire, mais des trois systèmes totalitaires, c'est incontestablement le moins avancé et le moins violent. Et alors, je passe à côté de plein de questions. Comment expliquez-vous que d'Alessandra Mussolini on a eu un article dans le journal Le Monde qui expliquait que sur 6 ou 7 candidats à la mairie de Rome récemment, 4 entretenaient des liens plus ou moins évidents, mais assez assumés avec le fascisme. Comment expliquez-vous ce maintien de l'image de Mussolini dans une partie de la société italienne ? Alors c'est vrai que c'est une situation qui peut paraître à l'étranger assez ubuesque, puisque vous trouvez dans les marchands de souvenirs, y compris à Rome, dans les rues de Rome, des portraits de Mussolini. Et puis il y a ce fameux lieu où Mussolini est enterré, et a été enterré donc dans le sol italien. Après son exécution, et aujourd'hui on peut aller visiter sa tombe. Vous avez des magasins de souvenirs qui vendent des objets qui peuvent paraître quand même un peu douteux pour certains, alors que, je tiens à le rappeler, le roi Victor Emmanuel et sa dépouille est encore en Égypte. Son fils repose en France, à l'abbaye de Hautecombe. Ils n'ont pas le droit de reposer en Italie. Alors, pour répondre à votre question, il y a plusieurs explications. Rapidement, il y a eu une volonté des gouvernements de l'après-guerre de tourner la page très rapidement. Et le Parti communiste était d'ailleurs d'accord. Il n'y a pas eu une épuration. Et il n'y a pas eu de Nuremberg, l'équivalent de Nuremberg en Italie. Et puis, je pense que, et on en revient à notre point de départ, c'est le mussolinisme des Italiens qui doit encore s'exprimer. Non, le régime fasciste n'a pas laissé de bons souvenirs généralement, mais il y a quand même ce lien avec Mussolini qui est resté. C'est pas pour ça que le souvenir du régime est apprécié, pas du tout, que le personnage en lui-même est apprécié, pas du tout. Mais il y a ce lien particulier avec un régime qui finalement n'a pas laissé que des mauvais souvenirs et qui ne s'est pas entaché des crimes du national-socialisme. Nous aurons essayé d'avoir donc une attitude prudente, mesurée et dans la recherche au cours de cette émission. Je tiens à vous remercier, Frédéric Lemoyle. Je rappelle votre avant-dernier ouvrage, Victor Emmanuel III, Un roi face à Mussolini, aux éditions Perrin, et le dernier que je recommande à l'ensemble des auditeurs, qui est vraiment très intéressant. Et on vous invitera sans doute pour parler de cette question une nouvelle fois. Avec plaisir. Les divisions du pape, le Vatican face aux dictatures, 1917-1989 chez Perrin.